Vladimir Poutine est-il intouchable? Le président russe a débuté une visite officielle en Mongolie et ce, malgré un mandat de la Cour pénale internationale qui demande à la Mongolie de l'arrêter. Mais alors comment est-ce possible? Poutine est-il réellement menacé d'arrestation? Et que sait-on sur cette situation? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce lundi soir donc, Vladimir Poutine a été accueilli par la garde d'honneur à l'aéroport d'Ulan-Bator, qui est donc la capitale de la Mongolie, un pays situé en Asie de l'Est. Officiellement, les raisons de la visite, c'est les célébrations du 85e anniversaire de la victoire des forces armées soviétiques et mongoles sur les Japonais, le tout lors de la bataille de Khalkhin-Gol en 1939. Cette visite, elle peut paraître assez étonnante car la Mongolie est membre de la Cour pénale internationale. Or, eh bien, la CPI, donc la Cour pénale internationale, a émis un mandat d'arrêt demandant à ses pays membres d'arrêter Vladimir Poutine. Alors, petit élément de contexte parce que c'est une cour qui est parfois confondue avec la Cour internationale de justice, on parle de tout ça après, mais donc la Cour pénale internationale, c'est une juridiction pénale internationale qui est chargée de juger les personnes accusées de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre. Or, en mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le tout pour des suspicions de déportation illégale et transfert illégal de population, en particulier d'enfants. Des enfants donc transférés et déportés des territoires occupés de l'Ukraine vers la Russie. C'est quelque chose qui a été documenté par un certain nombre de médias et d'ONG ces derniers mois. Selon la CPI, ces actions violent les lois internationales, notamment la Convention de Genève qui protège les populations civiles en temps de guerre. Et donc la CPI estime que ces agissements et les agissements de l'armée russe dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine doit entraîner une arrestation de Poutine, ce que la Russie conteste de son côté, vous l'imaginez. Alors il faut comprendre que la CPI, elle n'a aucune force de police. C'est donc aux autorités des différents pays membres qui reçoivent potentiellement une personne recherchée de l'arrêter. Je le disais, la Mongolie, elle est membre de la Cour pénale internationale, elle est donc tenue en théorie d'arrêter Vladimir Poutine puisque ce mandat d'arrêt a été émis. D'ailleurs, énormément de pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains demandent son arrestation depuis des mois. D'ailleurs, un porte-parole de la CPI, Fadi Al-Abdallah, avait rappelé avant sa visite que, je cite, comme tous les autres États partis, la Mongolie a l'obligation de coopérer avec la CPI. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté? Eh bien en fait, il y a deux raisons. La première raison, elle est liée au fonctionnement politique et juridique en Mongolie. Pour la faire très courte, le pouvoir judiciaire qui est donc capable éventuellement d'arrêter ici Vladimir Poutine, il n'est pas totalement indépendant, il a besoin d'une forme d'accord de la part du pouvoir exécutif. Bref, la Mongolie a dit non à une telle arrestation, mais alors pourquoi? C'est très simple, l'économie de la Mongolie, elle est tournée essentiellement vers ses exportations. Elle repose sur des ventes de matières premières comme le charbon, le cuivre ou encore l'or. Le truc c'est que la Mongolie, pour exporter ces matières premières, elle a besoin de carburant. Et c'est là l'élément assez important à comprendre, c'est que la Mongolie est extrêmement dépendante de la Russie, notamment d'un point de vue du pétrole. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que la Mongolie a une place de plus en plus importante en tant que pays tiers qui facilite les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine. Surtout qu'il faut noter que les États-Unis menacent de sanctions les entreprises chinoises qui travaillent directement avec la Russie. Et donc la Mongolie est une façon pour la Russie et la Chine de développer leurs liens indirectement. Et donc pour dire les choses simplement, le président de la Mongolie n'a pas autorisé une telle arrestation. En tout cas, les réactions internationales n'ont pas tardé puisque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a accusé la Mongolie, je cite, d'avoir permis aux criminels inculpés d'échapper à la justice, partageant ainsi la responsabilité de ces crimes de guerre. Mais alors concrètement, que risque la Mongolie pour ne pas avoir arrêté Vladimir Poutine? Eh bien, dans les faits, on va dire ça rapidement, pas grand-chose. En fait, quand un pays membre comme la Mongolie ne remplit pas ses obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale, la CPI peut certes saisir l'Assemblée des États parties, peut y avoir de potentielles sanctions, mais en général, ces sanctions, elles ne sont pas contraignantes du tout. L'éventuelle conséquence négative pour la Mongolie, c'est une forme de décrédibilisation ou de tension éventuelle avec d'autres pays, notamment avec les pays occidentaux, qui sont donc en conflit assez ouvert avec la Russie. De son côté, en tout cas, le gouvernement russe assurait vendredi n'avoir, je cite,
cite, pas d'inquiétude quant à une éventuelle arrestation du président russe. Et puis il faut noter que la Russie ne reconnaît pas la juridiction de la Cour pénale internationale, elle n'est pas signataire, ce qui ne l'empêche pas tout de même d'être très vigilante et donc de ne pas se risquer à d'éventuelles arrestations. Visiblement donc ici en Mongolie, il y avait une forme d'accord tacite entre les deux gouvernements, mais on peut noter que Vladimir Poutine avait renoncé en août 2023 à participer au sommet des dirigeants des BRICS en Afrique du Sud. Pourquoi? Eh bien parce que l'Afrique du Sud fait elle aussi partie de la Cour pénale internationale et potentiellement donc aurait pu arrêter Vladimir Poutine. A noter au passage que la Cour pénale internationale, on en a aussi beaucoup entendu parler ces derniers mois dans le cadre de la situation en Palestine et en Israël. Le procureur de la CPI a en effet demandé des mandats d'arrêt, notamment contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, contre son ministre aussi Yoav Gallant, ainsi que contre 3 dirigeants du Hamas. Mais en l'occurrence, dans ces cas précis, là c'est une demande du procureur de la CPI, et pour l'instant, ça n'a pas été confirmé ou validé en quelque sorte, donc on n'est pas tout à fait dans la même situation. En tout cas, je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron pourrait nommer Xavier Bertrand au poste de Premier ministre selon des informations du Parisien. Xavier Bertrand est membre du parti de droite Les Républicains et il est président de la région Hauts-de-France. Il a notamment été ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et donc ce mardi matin, le chef de l'État s'est notamment entretenu au téléphone avec plusieurs responsables de droite, à savoir le président du Sénat Gérard Larcher, le président du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez et le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Il a évoqué avec eux la nomination du nouveau Premier ministre. Alors les 3 responsables politiques ont affirmé qu'ils ne s'opposeraient pas à la nomination de Xavier Bertrand, mais ils ont cependant demandé 2 garanties. La première, c'est de leur assurer qu'un gouvernement avec Xavier Bertrand pourrait bien mener une politique de droite. Et la deuxième, c'est d'avoir la garantie qu'il n'y a pas de majorité contre Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale. À noter que le nouveau Front populaire, l'alliance de gauche qui est arrivée en tête aux élections législatives, menace de censurer tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. Par ailleurs, le Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale avec 126 membres, a lui aussi annoncé qu'il voterait une censure contre un gouvernement dirigé par Xavier Bertrand. On verra donc comment tout ça évolue. Deuxième actu, le déficit public de la France s'est encore aggravé en 2024 selon des documents budgétaires transmis ce lundi par le ministère de l'économie. Concrètement, ça signifie que le gouvernement dépense plus d'argent qu'il n'en reçoit. Pour vous donner une idée, le déficit public pourrait atteindre 5,6% du PIB cette année contre les 5,1% espérés d'ici la fin de cette année. Le PIB, ça correspond à toutes les richesses d'un pays produites en un an. Et donc, selon le gouvernement, ce sont les dépenses des collectivités territoriales, comme les communes et les départements, qui ont dépensé plus que prévu et qui seraient donc à l'origine de ce déficit excessif et inattendu. Alors, pour faire face à cette hausse, le ministre de l'économie démissionnaire Bruno Le Maire estime qu'il faudrait réussir à faire 16 milliards d'euros d'économies. Troisième actu, les élèves nés en début d'année sont significativement avantagés à l'école par rapport à ceux qui sont nés en fin d'année, selon une étude de l'INSEE publiée ce lundi. Selon l'étude, le fait d'être plus âgé que ses autres camarades en arrivant à l'école augmente les performances en lecture, en mathématiques et en sciences. Mais alors pourquoi? Eh bien, selon l'INSEE, ces différences s'expliquent par un effet cumulatif. Un élève âgé d'1 an de plus qu'un autre de ses camarades aura naturellement plus de facilité et sera donc considéré comme un bon élève, ce qui va donc le motiver. Selon l'INSEE, cet effet questionne la capacité du système éducatif à gérer la différence d'âge entre les élèves. Les élèves les plus jeunes sont aussi plus touchés par le harcèlement et par le risque de redoublement. Quatrième actu, une attaque russe sur la ville de Poltava, située à l'est de l'Ukraine, a fait au moins 41 morts et 180 blessés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a annoncé la nouvelle sur le réseau social Telegram ce mardi. Toujours selon lui, un établissement d'enseignement et un hôpital voisin ont été visés par 2 missiles balistiques. Des personnes seraient toujours sous les décombres. Il y a 10 jours, la région de Poltava avait déjà été visée par une frappe russe sur des sites énergétiques. Cinquième actu, en République démocratique du Congo, au moins 129 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi dans une tentative d'évasion de la plus grande prison du pays, selon le ministère de l'Intérieur. Alors, on ne sait pas encore pour le moment comment cette tentative d'évasion a pu avoir lieu, ni combien de détenus ont réussi à s'évader, mais la situation est désormais sous contrôle selon le gouvernement. Au moins 24 des détenus ont été tués par balle
et les autres détenus seraient décédés par étouffement et plusieurs femmes détenues ont aussi été violées lors de l'évasion, toujours selon le gouvernement. Selon les statistiques officielles, il faut savoir que la prison possède 1500 places, mais qu'elle héberge pourtant entre 14 000 et 15 000 prisonniers. En 2017, une attaque nocturne par des hommes armés avait conduit à l'évasion de plus de 4000 détenus. Sixième actu, la Cour suprême du Brésil, la plus haute juridiction du pays, a confirmé ce lundi la suspension du réseau social X, anciennement Twitter, dans le pays. En fait, la justice reproche à X d'avoir ignoré une série de décisions judiciaires liées à la lutte contre la désinformation. La justice avait notamment laissé à la plateforme 24 heures, mercredi dernier, pour nommer un représentant légal dans le pays, sous peine de blocage, ce qu'a refusé de faire la plateforme. De son côté, Elon Musk, le propriétaire de X, a affirmé, je cite, qu'un pseudo-juge non élu est en train de détruire la liberté d'expression du Brésil à cause de motivations politiques, tandis que le juge en charge du dossier a déploré, je cite toujours, le manque total de respect d'Elon Musk pour le pouvoir judiciaire brésilien. On suivra ça. Et on termine avec cette actu. Le gouvernement britannique a promis qu'il allait se pencher sur la tarification des concerts après le chaos qu'a provoqué la vente des billets pour les concerts du groupe Oasis ce samedi. Alors parmi les problèmes que le gouvernement britannique souhaiterait régler, on retrouve le système de file d'attente où certains fans ont dû attendre plusieurs heures avant d'espérer obtenir un billet, mais surtout la pratique de tarification dynamique, une pratique qui consiste à ajuster en temps réel le prix d'un billet en fonction des demandes sur le site. Pour vous donner une idée, certains billets affichés initialement à environ 178 € ont pu augmenter jusqu'à plus de 400 € sur le site officiel de Ticketmaster. Plus de 450 plaintes de consommateurs ont été déposées, on suivra ça. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Je vous ai posé la question il y a quelques jours, je vous la repose maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent ou de nouveau sur ce format des actus du jour? On va continuer à améliorer ce format dans les prochains jours. On se pose des questions sur la longueur du format, est-ce qu'il faut faire plus court, plus long? On se pose des questions sur les thématiques, etc. Bref, vous êtes de plus en plus nombreux, donc pour tous les nouveaux et même ceux qui sont là depuis plus longtemps, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio, notamment sur Spotify où vous pouvez mettre un commentaire. N'hésitez pas à nous dire notamment ce que vous appréciez particulièrement. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.